Contrôler les machines par la pensée, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, la lecture des données du cerveau est de plus en plus précise. Ce drone est sur le point de décoller d'un aérodrome proche de Lisbonne. Son vol sera contrôlé à distance par l'esprit du pilote. C'est le résultat impressionnant d'un projet de recherche européen. Cette technologie peut changer la vie des personnes handicapées. C'est la première fois que nous faisons la démonstration publique d'un vol réel. C'est sans précédent. Comme de nombreux drones, cet appareil sans pilote reçoit des instructions du sol. Mais au lieu d'utiliser un joystick et des boutons, le pilote ne pense qu'à la direction dans laquelle l'avion doit aller. Nous sommes en train de passer d'un contrôle normal à un contrôle par la pensée. Ainsi, l'appareil est piloté par les ondes cérébrales du pilote. Contrôle par la pensée. Ainsi, l'appareil est piloté par les ondes cérébrales du pilote. Contrôle par la pensée. Ainsi, l'appareil est piloté par les ondes cérébrales du pilote. Le chercheur qui est aux commandes concentre son attention sur l'écran avec les paramètres du vol. Il faut un certain effort mental pour diriger le drone dans la direction voulue tout en restant dans la zone prévue. Cela ne devrait pas être trop difficile. Avec plus d'entraînement, nous serons en mesure de faire mieux et le pilotage devrait devenir plus intuitif. Cette technologie est basée sur une interface cerveau-machine, un système qui utilise un ensemble d'électrodes appliquées sur le cuir chevelu de la personne. Grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs peuvent lire en quelque sorte les pensées du sujet. Grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs peuvent lire en quelque sorte les pensées du sujet. Grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs peuvent lire en quelque sorte les pensées du sujet. Nous utilisons ce bonnet pour capter depuis la surface de la peau l'activité électrique à l'intérieur du cerveau. Ces signaux sont ensuite transmis à l'ordinateur qui les convertit en mouvements visibles d'un curseur que vous pouvez voir sur l'écran. Quand le pilote observe l'écran, son cerveau apprend les modèles électriques qui contrôlent les mouvements des objets. Selon les chercheurs, avec plus d'entraînement, cela peut devenir aussi intuitif que de conduire une voiture. En principe, n'importe qui peut apprendre à faire cela, mais cela dépendra au final des capacités d'apprentissage de la personne. On ne peut pas être tous pianistes. Au-delà de l'aéronautique, nous cherchons à appliquer cette technologie dans de nombreux autres domaines. Vous pouvez imaginer l'appliquer à des fauteuils roulants, ou comment contrôler son fauteuil avec la pensée, ou vous pouvez l'utiliser pour contrôler vos appareils de tous les jours à la maison. Éteindre ou allumer la lumière, écrire des mails ou contrôler des prothèses avec des impulsions cérébrales, tout cela et bien plus encore sera possible en poursuivant le développement de la technologie cerveau-machine. On m'a dit, on a des copains en commun qui m'ont dit, écoute, il y a vraiment Tarek qui réfléchit beaucoup, il psychanalyse beaucoup tout, etc. Machin. On a essayé d'allier à la fois le foot et la pensée, le cérébral. Ouais. On va faire un foot avec la pensée. Pour la première fois, on va se mettre un truc sur la tête avec des diodes et des capteurs, ok? Ouais. On va penser à quelque chose et tu vas voir, la balle va suivre. Non. Si. Mais c'est véridique ou c'est... Non, c'est complètement véridique. On a fait des essais, c'est exceptionnel. Ah, vous me faites une vanne. Non, je te jure, ça s'appelle Mentalista Foot. On va faire un foot avec Tarek Boudali, juste avec la pensée. C'est parti. Et aussi. C'est un jeu de foot. Vous allez pouvoir contrôler cette petite balle-là uniquement par la pensée, en visualisant le mouvement de cette balle dans votre tête. D'accord, très bien. Voilà. Très et bien. donc pour ça, j'ai besoin de vous équiper. Donc d'abord, je vais vous mettre un bandeau tout simple dans lequel je vais glisser des électrodes qui vont récupérer vos ondes cérébrales et l'ordinateur va les analyser pour que vous puissiez contrôler cette balle. Et c'est le but! Mentalista Foot. On a essayé.
enlever les clips et je te laisse Hop enlever là. le bandeau aussi. Non, écoute, c'était... merci Gilles Merci à vous d'avoir joué le jeu. pour cette expérience et bravo pour la boîte, du coup, pour ce que vous faites, pour les recherches et le développement. Ouais, Pour bravo. les- Merci beaucoup. Bientôt, on pourra communiquer avec nos objets connectés rien que par la pensée, par le cerveau. Oui, Anne-Claire, parce qu'aujourd'hui, on sait lire dans notre cerveau. Ce que vous allez voir s'afficher devant vous, c'est la dernière innovation d'une start-up française. Ce bandeau va se placer à l'arrière de votre crâne et il va être capable de décoder les impulsions électriques émises par votre cerveau. Et il va pouvoir vous permettre de contrôler des objets connectés comme un smartphone ou une tablette. Sans les mains, vous allez pouvoir ouvrir une application, écrire un message et l'envoyer à une personne par la simple force de votre pensée. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Facebook, par exemple, promet bientôt de pouvoir taper 100 mots à la minute directement à partir de votre cerveau. Mais se balader toute la journée avec un bandeau sur la tête, ce n'est pas vraiment très pratique. Une solution invisible pourrait bientôt voir le jour, puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a mis 100 millions d'euros sur la table pour développer ce type d'électrode 2 fois plus fine qu'un cheveu. La voilà. Et on va pouvoir les implanter directement sur le cortex à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et ce, afin de pouvoir parfaitement cartographier votre activité cérébrale. Et à quoi est-ce que tout ça va bien pouvoir servir? Eh bien, l'armée américaine, Anne-Claire, suit de très près cette technologie. Elle imagine déjà un système où une personne puisse contrôler par la pensée et à distance une dizaine de drones en même temps. Et ce, depuis une base arrière, mais également depuis le terrain au cœur des opérations militaires. Et cette technologie, elle pourrait également bouleverser votre quotidien. Imaginez un open space totalement silencieux, avec chaque salarié avec un implant, et tout le monde va communiquer, parler sans bruit, via la pensée. Le centre de recherche en neurosciences de Lyon est situé dans un parc. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'un parc zoologique, mais d'un hôpital psychiatrique. Là, l'équipe Dynamique cérébrale et cognition cherche à savoir ce qui se passe au plus profond du cerveau, à l'aide d'appareils très impressionnants. Donc ça, c'est un magnétomètre, un neuromagnétomètre plus exactement. Il y en a 3 modèles qui existent à peu près partout dans le monde, à petite échelle, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on mesure avec cet engin? On mesure les champs magnétiques qui sont créés par l'activité neuronale, et plus exactement par les courants qui traversent les synapses et qui font le lien entre le corps du neurone et les synapses. Il faut en gros avoir des capteurs qui vont mesurer des femtotesla, c'est-à-dire c'est le milliardième du champ magnétique terrestre. Alors ça explique 2 choses, ça explique. 275 capteurs ultrasensibles répartis autour de la tête permettent de localiser précisément les zones d'activité du cerveau selon différentes sollicitations et de mesurer en temps réel cette activité. Pour être utilisables, les données font l'objet de traitements complexes dans des logiciels spécialement conçus par les développeurs de l'équipe. Quand vous êtes en train de conduire, vous avez à traiter une information visuelle, mais aussi à choisir une action, soit freiner, soit d'accélérer ou de tourner à droite ou à gauche. Et donc du coup, il y a un échange d'informations qui doit avoir lieu entre des régions visuelles et des régions motrices, et puis des régions qui sont responsables de prise de décision, par exemple. Dans l'activité cérébrale, on peut trouver une signature cérébrale qui reflète la vitesse du mouvement de la main, par exemple. Donc ce que vous voyez sur ces 2 lignes-là, c'est des images où on voit en code couleur ici, en bleu, le fait d'imaginer un mouvement. Et puis ici, en violet, les régions qui s'activent aussi pendant l'exécution motrice. Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande similarité entre les deux. Et c'est ça qui justifie, en fait, l'idée de dire qu'on va utiliser un signal d'imagination motrice pour communiquer à une machine une commande motrice souhaitée par le sujet. Alors ce décodage de l'intention, il est très important parce que c'est un pilier, c'est une question fondamentale dans un domaine de recherche qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. C'est le domaine des interfaces cerveau-machine, donc les ICM, dans lequel on va essayer de court-circuiter l'activité musculaire et aller directement décoder l'intention des sujets en regardant l'activité de leur cortex moteur, par exemple, de leur activité cérébrale, et en déduire leurs intentions motrices pour du coup communiquer ça à une machine. Ça peut être un ordinateur qui contrôle la position d'un mobile sur un écran ou alors un bras robotisé. Et du coup, quand on peut communiquer ça à une machine, la machine peut exécuter le mouvement, et là on a une machine qui est contrôlée par le cerveau, donc
une interface cerveau-machine qui, vous l'imaginez bien, peut avoir beaucoup d'applications utiles dans le cadre, par exemple, de patients à mobilité réduite, des tétraplégiques par exemple. Les applications cerveau-machine ne manquent pas et sont prometteuses. Tenez par exemple le P300 Speller. C'est un protocole qui permet à des patients qui ne peuvent plus communiquer de manière classique de communiquer en utilisant uniquement leur activité cérébrale. Donc en fait on demande à la personne seulement de porter son attention sur la lettre qu'il veut épeler. Et donc toutes les lettres vont être flashées et au moment où cette lettre-là sera flashée, on enregistrera une activité et son attention. L'objectif, c'est vraiment pour des patients qui ne peuvent pas communiquer, typiquement les patients qu'on appelle locked-in syndrome ou le syndrome d'enfermement. C'est des gens qui sont complètement paralysés à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme. Et donc pour eux, ça pourrait permettre de remettre en place une forme de communication. C'est fait dans certains hôpitaux, c'est encore à l'essai au niveau de la recherche, mais ça se fait de plus en plus. D'autres pistes qui sont explorées chez nous et ailleurs sont l'application des interfaces cerveau-machine dans le cadre des comas. Mieux définir l'état de conscience du patient, l'état de conscience résiduel du patient. Et ce qu'on peut imaginer avec ces interfaces cerveau-machine, c'est en temps réel être capable d'évaluer cet état, d'affiner cette évaluation, voire même à terme, si on détecte chez certains patients un état de conscience résiduel, établir une interaction avec eux. Et puis, dans ce cas-là, peut-être envisager une communication avec lui grâce à l'interface cerveau-machine. Ça, c'est les équations qu'on essaye de dériver pour ensuite doter la machine de capacités de calcul qui vont permettre de lire l'activité cérébrale, de l'interpréter, voire de s'adapter à ces modifications. Et en fait, en temps réel, on observe pas à pas en fait, des réponses cérébrales. Et on met à jour notre connaissance dans la machine, en fait, notre connaissance à force d'observation. Donc en fait, il y a un peu une analogie avec la façon qu'on a, nous, de fonctionner avec l'environnement.